Bien, bonjour à toutes et tous. Donc nous allons commencer par nous présenter Guillaume et moi. Donc je suis Patrick Chable, je suis directeur de l'IA chez James et on va vous présenter la société dans quelques instants. Et Guillaume Rangeard, je suis ingénieur commercial chez Snowflake. Voilà. Alors nos sociétés, nous sommes en partenariat aujourd'hui parce que nous avons fait des projets extrêmement importants ensemble. C'est pour ça qu'on est là tous les deux. James, en deux mots, nous sommes un expert de la data, c'est-à-dire que nous travaillons sur tout ce qui est information de la donnée, donc depuis l'acquisition, la structuration et l'application, notamment dans des cas d'intelligence artificielle, comme on va le voir ensemble. Nous sommes une société française de plus de 1000 personnes et on est basé à Levallois. Et nous, Snowflake, donc du coup, on est un éditeur d'une plateforme de données dans le cloud qui peut permettre d'héberger tous les types de données pour toutes les tailles d'entreprise. On a une petite particularité, c'est qu'on est un éditeur américain, mais qui a été fondé par deux Français en fait aux États-Unis il y a une dizaine d'années. Et en fait, notre plateforme de données, elle est pratique pour effectivement multiplier les calculs, mais également pour partager de la donnée, collaborer avec une notion de data cloud qui permet de rassembler les écosystèmes, ce qui est particulièrement précieux effectivement dans des cas d'usage du domaine du retail. Voilà. Alors effectivement, pour le monde du retail, l'intelligence artificielle est partout aujourd'hui. La question, c'est à quoi ça sert et surtout, quels seront les impacts pour vous dans vos magasins. L'idée, quand on travaille avec nos partenaires, nos clients, c'est de dire bah, vous en êtes où en IA, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un niveau de maturité qui est complètement différent d'un client, d'un prospect à l'autre. Il y a ceux qui disent ben, l'IA c'est certainement très bien, mais en fait j'y connais pas grand-chose. Je ne suis pas sûr de par quel bout je vais prendre le problème. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Quelle va être la valeur ajoutée pour moi? Et là-dessus, on les aide à acculturer, expliquer la solution. Et puis surtout à la fin de dire, bah, écoutez, finalement, on a identifié nos cas d'usage. On a des choses qu'on aimerait tester et on aimerait faire des POC. Alors du coup, on passe à l'étape suivante, le POC. C'est donc, on va chercher à mettre en place une solution donc pour la dérisquer, pour essayer de comprendre vraiment les gains que vous pouvez en attendre dans vos magasins, dans vos sociétés. Et puis derrière, ça va vous permettre de dire, effectivement, maintenant je suis convaincu, j'ai compris la technique, j'ai compris ce que je peux en tirer, et je vais essayer de passer à l'échelle. Étape suivante, l'industrialisation, et c'est là dont on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un projet, entre faire un POC, faire une petite démo, vous faites un truc qui marche dans un coin, vous êtes content. Maintenant, si vous voulez passer à l'échelle, si vous voulez générer les cas d'usage, si vous voulez traiter des gros volumes de données, c'est pour ça qu'on est là avec Guillaume aujourd'hui, eh bien, il y a des techniques, il y a des choses qu'il faut comprendre. Il faut faire le tri entre les bonnes pratiques, le rêve et ce qu'on peut faire pour de vrai. Et puis enfin, il y a l'innovation. Vous avez tout ça dans tout le salon. Tout le monde vous parle d'IA. Il y a des choses qui sont plus ou moins novatrices, mais l'idée c'est de dire à quoi va servir l'IA et en quoi est-ce que ça va permettre d'améliorer la vie des magasins, quel va être l'impact sur le retail. Et c'est là aussi on va vous montrer un cas d'usage qui semble avoir pas mal de sens pour vos collègues. Alors le constat, c'est de la magie, ça n'existe pas, de base. L'IA, c'est une technique informatique. Tous ceux qui vous promettent monts et merveilles il n'y a qu'à regarder l'écran et ça va marcher tout seul, c'est pas tout à fait vrai. On n'est pas d'accord là-dessus, il y a des choses à savoir. La première chose, c'est qu'il faut des données. Alors, il y a différents types de données, mais c'est pour ça aussi qu'on travaille avec Snowflake. C'est qu'il faut une base solide, il faut avoir structuré l'information, il faut avoir des éléments pour faire travailler la machine. Ça, c'est le point numéro un. Derrière, il y a des processus. Une fois encore, vos magasins, moi j'ai travaillé chez Vision Group pendant des années, j'ai passé des heures et des jours à l'arrière des supermarchés. Ça ne marche pas tout seul, il y a des gens qui travaillent. Il faut un peu de méthode, il faut un peu d'organisation. Et il n'y a pas de raison qu'en informatique, il n'y a qu'à claquer du doigt et ça marche tout seul. C'est pas vrai. Il faut bien comprendre comment ça marche, prendre le problème par le bon bout et suivre un processus strict et rigoureux. Et puis derrière, évidemment, il y a la maîtrise des concepts. C'est justement ce qui va avec, c'est-à-dire que si on ne comprend pas ce qu'on fait, on va vous raconter du baratin, on va vous faire des promesses, et puis à la fin, il n'y aura pas de résultat. Alors si on regarde aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la courbe de Gartner, où est l'intelligence artificielle et notamment où est l'IA générative. La courbe, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette courbe, elle est très simple. Elle dit quand il y a une nouvelle techno qui débarque, tout le monde s'emballe, c'est la courbe croissante, et puis au bout d'un moment, on réalise que c'est pas magique. Et là, c'est le désamour. Tout le monde dit, non, finalement, on m'a promis un tas de trucs, ça marche pas. Et puis à la fin, on commence à retrouver des cas d'usage qui vont marcher. Je vais vous donner un exemple très concret. Pour tous ceux qui ont déjà garé leur voiture dans un parking à Paris, je pense qu'il doit y en avoir un certain nombre qui ont fait ça. Maintenant, il y a de plus en plus de magasins qui ont des parkings qui ont des caméras et qui lisent la plaque d'immatriculation. Bon.
il y a 10 ans, le computer vision, c'était vraiment le truc de l'avenir, ça allait marcher tout seul, on devait avoir des voitures autonomes qui marchent toutes seules du côté de 2005-2010, tout cassé. Donc 15 ans plus tard, ça ne marche toujours pas, enfin ça commence à marcher mais ça ne marche toujours pas. Donc il y a eu beaucoup d'espoir, beaucoup d'inflation, et puis à la fin, les gens étaient déçus. Et puis il y a quand même des cas d'usage qui marchent concrètement. Il y a des choses qui sont vraiment au point. Et aujourd'hui, quand vous avez un parking qui lit votre parc d'immatriculation, quand la caméra lit la plaque, vous trouvez ça normal. Et pourtant, c'est du deep learning, c'est de l'intelligence artificielle. C'est vraiment des techniques qui, il y a 15 ans ou 20 ans, paraissaient complètement révolutionnaires. L'IA générative, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu un enthousiasme avec ChatGPT il y a 2 ans où tout le monde n'a juré que par ça. Et puis, tout le monde a joué, tout le monde a fait des essais. Il y a des trucs qui marchent bien, puis des trucs qui marchent moins bien. Et en magasin, dans le retail, il faut voir par quel bout on prend le problème et là où on va pouvoir tirer de la vraie valeur ajoutée. Voilà. Alors, c'est ce que je disais, des systèmes, il y en a plein. Tout le monde va vous promettre tout n'importe quoi. Vous allez sur Internet, pour les développeurs, vous pouvez récupérer des modèles. Alors, on vous parle des plus classiques, donc OpenAI, tous les systèmes de Google, de Snowflake, enfin tout ce que vous voulez. Tout le monde a mis son modèle, il y a des milliers de modèles disponibles. Puis à la fin, j'en fais quoi? J'en tire quoi? Où est mon bénéfice? Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de se poser une bonne question. Ça paraît idiot, mais qu'est-ce que je dois faire? Par quel bout je dois prendre le problème? Est-ce que ça va vraiment m'ouvrir des nouvelles possibilités? Est-ce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire sans IA, que je vais pouvoir faire avec l'IA, et notamment avec l'IA générative? Et puis à la fin, est-ce que je peux y faire confiance? Ça, on s'aperçoit, c'est un des grands freins aujourd'hui dans l'IA, c'est que tout le monde teste. Et puis à la fin, on dit, je ne sais pas si je vais le mettre en public live parce que je n'ai pas envie que ma réputation soit en danger ou je n'ai pas totalement confiance dans le résultat. Et là, c'est aussi pareil. Il faut qu'on soit réaliste sur comment ça fonctionne, qu'on peut en tirer pour fiabiliser le système et que vous passiez vraiment en production. Alors, quelle approche? Pour l'IA générative, une fois encore, tout le monde a en tête ChatGPT. Ça permet de faire tout et n'importe quoi. Ça vous promet mon émerveillé, ça planifie vos vacances, ça fait les devoirs de vos enfants. Ça vous permet de faire un courrier, enfin tout ce que vous voulez. Mais la réalité industrielle, elle n'est pas aussi glorieuse ou je dirais réaliste. Ce qu'on a essayé de faire chez James avec Snowflake, c'est aussi de réfléchir à la manière dont on peut structurer l'utilisation de l'IA générative. En fait, l'idée, c'est on va dire jusqu'où est-ce que je fais confiance à la machine, quels sont les degrés de liberté que je vais laisser à la machine et où est-ce qu'elle va chercher son information. La métaphore que je fais généralement, c'est typiquement par un élève. Vous prenez un élève, quand il est en 6e, il va passer au tableau, il récite sa leçon au tableau, et il ne fait que répéter ce qu'on lui a dit. Ça, c'est le premier niveau, c'est le prompt engineering, c'est-à-dire vous allez utiliser l'IA générative pour ce quoi elle était entraînée par Google, par OpenAI, par Meta, par qui vous voulez, par les grands conteneurs d'autres. Ça va avoir des cas d'usage qu'on va voir, mais c'est vraiment le basique. Au-dessus, l'idée, c'est que, pareil, si je continue la métaphore de l'élève, je lui demande à faire un exposé. Et comment on fait un exposé? Enfin, comment moi je faisais un exposé quand j'étais à l'école? On me demandait de parler de Mozart, j'y connaissais rien. J'allais à la bibliothèque, je prenais l'encyclopédie, je l'ouvrais à la page sur Mozart, il y en avait 3 pages. Et comme j'étais feignant, j'essayais de lire ce qu'il y avait dedans et de chercher recopier simplement les paragraphes qui m'intéressaient. Mais l'idée, c'est qu'on mettait l'information sur mon bureau et à partir de ça, j'en faisais une synthèse. Le RAG, on verra, ça a des cas d'usage très concrets en magasin. C'est exactement ça et c'est le cas d'usage qu'on a eu. Et puis au-dessus, l'idée, c'est qu'on va laisser encore un peu plus de liberté à la machine. Là, on va pas pour continuer métaphore, on ne va pas lui mettre l'encyclopédie sur son bureau, mais on va lui dire où est-ce qu'il va aller chercher l'information. Tu peux aller chercher l'information à la médiathèque, tu peux aller chercher l'information à la bibliothèque, tu peux aller chercher l'information à gauche et à droite. Et tu vas prendre la décision d'aller chercher cette information par toi-même en fonction de ce que tu trouves. Ça, c'est le niveau dessus. Et c'est ce qu'on va voir avec les agents, où on va commencer à avoir de l'intelligence un peu distribuée, qu'on va laisser un peu la bride sur le cou à la machine pour qu'elle puisse commencer à faire ses propres choix et chercher l'information là où elle pense qu'elle est pertinente. Puis le dernier niveau, je dirais c'est le niveau doctorat, quelque part, où on est vraiment là, où on a fait une recherche fondamentale, on est allé chercher de l'information, on a essayé de mettre les trucs bout à bout pour raconter une nouvelle histoire, pour pouvoir faire une découverte. Et bien ça, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir faire avec l'IA générative, avec un cas très concret qu'on verra pour la supply chain. Donc une fois encore, là, traduit en besoin magasin, en application magasin, on va retrouver les cas d'usage. Le premier, ça va être typiquement pouvoir interroger un système en langage naturel. On ne va pas s'appuyer sur des connaissances extraordinaires de la machine, mais on va simplement s'appuyer sur la capacité qu'elle a à prendre un texte en français et à la traduire en quelque chose qui soit utilisable directement dans les systèmes d'information, on en parlera tout à l'heure.
et notamment par exemple interroger une base de données ou une base Snowflake au hasard. Le niveau d'au-dessus, c'est vous avez tous ceux qui ont travaillé en magasin savent qu'il y a toujours quelqu'un qui pose une question. On a toujours besoin de mettre en ligne des informations pour répondre aux questions des utilisateurs, pour avoir un site web, pour pouvoir répondre aux besoins d'achalandage, enfin tout ce qu'il y a. Et bien là, c'est l'utilisation qu'on va faire, c'est de dire on va récupérer par exemple les fiches produits, on va récupérer les informations sur les choses que vous avez à vendre dans vos magasins, et on va permettre à la machine de répondre de manière intelligente à des questions en s'appuyant sur ces documentations. Et là, c'est la machine qui a dit, on lui a dit, je te donne toute la documentation dont je dispose, tu la traites, tu la pré-traites, je dirais, et derrière, tu vas chercher, quand on te pose une question, tu vas chercher le paragraphe qui va bien et tu m'en fais la synthèse. C'est exactement le coup de j'ouvre l'encyclopédie et j'ai toute l'information sur le bureau et par contre, j'en fais une synthèse pour répondre à un problème donné. Le point d'au-dessus, c'est les processus. Ce que je disais, la machine, on va les laisser, on lui l'abrite sur le cou, on va mettre ce qu'on appelle des agents. Les agents, c'est vraiment des petits robots, pour vulgariser, où en fait, là, non seulement on avait la donnée, mais on va mettre de l'intelligence. Et donc, là, localement, vous allez pouvoir avoir un mécanisme qui va répondre sur les fournisseurs, qui va répondre sur les stocks, qui va répondre sur un certain nombre de choses. Mais au lieu d'être un système informatique basique qu'on va appeler, la machine va avoir la capacité de commencer à réfléchir et à répondre à des questions. Et si on les met tous bout à bout, si vous avez toute une petite armée d'agents et que vous pouvez commencer à développer des processus métiers. Et donc là, vous allez pouvoir automatiser des processus métiers, vous allez pouvoir commencer à laisser la machine prendre des décisions, vous assister dans la prise de décision et mener les travaux pour vous. Parce que là, une fois encore, on va commencer à injecter de l'intelligence, de la capacité de compréhension, et donc on va avoir un système qui est un peu plus malin que ce qu'il y avait précédemment. Et puis le dernier point, je prends l'exemple de la chaîne fournisseur. Vous savez tous, si vous avez des ruptures d'approvisionnement, si vous avez des problèmes de composition, des trucs comme ça, on verra ça tout à l'heure, eh bien en fait on va pouvoir laisser la machine chercher de l'information, la mettre bout à bout comme un thésard aurait, je dirais, collecté de l'information et fait preuve d'imagination pour relier tout ça. Et bien la machine va faire pareil, va collecter l'information, relier les informations entre elles et vous permettre de savoir des choses sur vos fournisseurs, sur vos composants, sur vos produits à différents niveaux. Alors, le premier niveau, si vous me suivez toujours, le premier niveau, effectivement, pour expliciter ça, c'est le dialogue avec le système d'information. Le système d'information, la plupart d'entre vous, dans les magasins, dans les supermarchés, tout le monde a du reporting. Il y en a partout, vous avez des graphiques affichés un peu partout. En général, ce qui se passe, c'est que les reportings sont faits pour répondre à plusieurs besoins. Résultat, ça va répondre à 80% du besoin, 90% du besoin, mais un jour ou l'autre, il y a une question que vous vous poserez et vous n'aurez pas la question. Alors, deux options. Soit vous avez votre informaticien ou votre stagiaire informaticien sous la main et vous lui demandez de répondre à votre question, soit vous ne l'avez pas et vous êtes un peu coincé. Eh bien, avec l'IA générative, et on va voir ça, typiquement, on va pouvoir dialoguer avec la machine et lui poser des questions en français et la machine va pouvoir répondre à vos questions. Donc là, ça va étendre votre capacité. Le deuxième niveau, je te laisse après. Donc ça, c'est une bonne transition sur l'illustration qu'on peut faire au travers de la recherche documentaire, puisqu'effectivement, avec Patrick et les équipes GEMS, on a été confrontés à un challenge dont on va vous parler très très vite. Donc il y a vraiment une nouvelle réalité autour de la recherche documentaire et la documentation dans l'entreprise, quel que soit son métier, c'est quelque chose de très important. Et le rêve, c'est de pouvoir avoir un élément humain avec des pouvoirs surnaturels qui se promènent et qui naviguent au milieu des mots qui sont cachés dans les documents. Donc on arrive très facilement avec les documents à déclencher de la valeur métier pour de la production documentaire complémentaire. Dans l'entreprise, le fameux on ne va pas réinventer la roue, donc on peut mieux capitaliser sur la connaissance. On peut déclencher très facilement de l'efficience opérationnelle, les fameux bots dont parlait Patrick, avec des domaines et des champs d'application complètement diversifiés dans l'entreprise. On a commencé chez Artelia, on y viendra vite sur la production de documents qui sont des livrables pour les clients, mais on commence aussi à travailler sur les processus RH. On peut imaginer de l'intelligence artificielle pour les centres d'appel parce qu'on est capable d'aller chercher effectivement des nouvelles fonctionnalités. On est en permanence en interaction en fait, avec le référentiel de l'entreprise pour s'assurer que les réponses elles sont bien contextualisées à ce qu'on a envie de trouver comme information. Et enfin, on peut apporter de la valeur puisque les outils d'IA générative ont la capacité effectivement à réaliser des choses encore mieux que l'humain, comme l'analyse de sentiments, avoir une capacité de synthèse très importante
Et puis potentiellement, comme le disait Patrick, questionner directement ces tableaux de bord, éviter les clics pour aller chercher le bon rapport ou le bon tableau de bord, et juste poser la question de savoir par exemple quelles ont été les 5 meilleures ventes de la journée dans le magasin. Et avoir le système qui répond, c'est plus facile que d'aller consulter les graphes ou les rapports publiés au fur et à mesure de la journée. Et chez Artelia, on a été confronté effectivement au fait que le document, c'est l'atout de connaissance de l'entreprise. C'est un cabinet d'ingénierie, donc ils pratiquent des études, ils font des rapports, ils construisent des immeubles, des gros chantiers. Et donc du coup, il y a une vraie logique potentielle d'apprentissage à exploiter tout ce qui a pu être fait dans le passé pour mieux appréhender effectivement le futur. Et donc la vraie hauteur du challenge et le pourquoi on pouvait faire le lien avec les problématiques qui sont les vôtres, c'est que je crois qu'on a vu le plus gros cas d'un point de vue volumétrie. On s'est retrouvé confronté avec notre client à j'ai 140 millions de documents dans une base de données, dans une baie de stockage. C'est potentiellement beaucoup d'or. Il y a aussi potentiellement beaucoup de peau morte. Mais du coup, comment je peux commencer à exploiter, itérer pour comprendre quels sont les documents qui vont m'apporter de la valeur. Parce que demain, je voudrais que mes ingénieurs, au-delà de se connecter à une base de connaissances, ils aient aussi la capacité de faire apprendre par le système ce que pourront être les meilleures réponses demain sur mes futurs chantiers. Et donc c'est au travers l'implémentation effectivement d'une plateforme de la technologie Snowflake qu'on s'est retrouvé à collaborer avec Patrick sur ce processus dont l'objectif n'est pas de rentrer dans le détail de la technique, mais globalement vous avez ici toutes les étapes qu'il faut mener pour réussir à extraire de la donnée d'un document et la travailler de façon à ce qu'au bout du bout, ici, on ait une application complètement intuitive qui permette à un utilisateur de poser des questions qui pourront potentiellement orienter la recherche sur des logiques de moteurs de recherche classiques et faire de la remontée de documents, mais aller beaucoup plus loin dans une analyse sémantique pour pouvoir consulter des formes de synthèse de plusieurs documents qui ont été créés, voire même lui demander de créer des nouveaux contenus. Et donc du coup, ce qu'on a appris avec Artelia et dans ce contexte-là, c'est que la forte volumétrie et le fait de ne pas savoir vraiment par où on allait commencer nous a permis de vraiment capitaliser sur une approche plateforme. On disait tout à l'heure que Snowflake, c'est une plateforme de données. La vision qu'ont eu nos fondateurs, c'est que cette plateforme de données, elle devait évoluer pour emmener, pour capturer tous les services que l'on pouvait exécuter directement depuis la plateforme de données et adresser tous les cas d'usage. Donc les technologies, elles sont prêtes. Quand on s'appuie sur une approche plateforme, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut accélérer la mise à disposition des nouveaux cas d'usage parce que dans notre plateforme, on vient avec différents modèles. Donc on n'est pas obligé de remonter à chaque fois tout un environnement technique pour essayer de tester la pertinence d'un modèle plutôt qu'un autre. Quand on croise au café le matin un collègue et vu la rapidité avec laquelle les LLM sortent sur le marché, croyez-moi, c'est assez pratique de pouvoir tester différents modèles et différentes puissances dans ces modèles. L'approche plateforme, elle permet également d'adresser en fait tous les besoins en grande majorité, avec une approche qui est quand même complètement gérée. Donc c'est pas à vous de gérer l'environnement technique puisque la plateforme, elle est directement managée dans le cloud. Et puis elle va vous permettre quand même de garder la complexité pour les cas d'usage les plus précis, ceux qui vont amener le plus de valeur ajoutée. Vous allez pouvoir quand même faire des logiques un petit peu spécifiques. Un moteur de LLM qui n'est pas disponible dans la plateforme, il peut très bien être amené dans la plateforme parce que la proposition de valeur qu'on veut amener sur le marché avec nos partenaires, c'est que la plateforme, elle doit rester le bastion de sécurité de la donnée. Le risque avec les LLM, c'est évidemment que la donnée se promène, que potentiellement des moteurs de LLM apprennent de vos données et sans que vous puissiez réellement savoir ce qu'ils vont en exploiter. Donc du coup, nous, ce qu'on peut vous garantir, c'est qu'effectivement, la plateforme, elle va faire venir les LLM à l'intérieur de la plateforme de données, mais elle ne va jamais déplacer vos données. Donc on a vraiment une centralisation de cette donnée et une gouvernance complètement maîtrisée. Donc cette année, bien évidemment, le grand axe sur lequel on a investi, c'est toute la suite de logiciels qu'on retrouve dans Cortex. Et vous pouvez venir nous voir sur le stand ou aller consulter nos sites pour aller un petit peu plus en détail. Si vous avez besoin d'aide, on est là aussi. Évidemment. Donc donc ce point-là, c'est pour vous dire que si vous avez des fiches produits, que vous avez besoin de renseigner en magasin, besoin de créer un site web, extraire de l'information, faire un chatbot, ce genre de choses, vous avez besoin d'avoir une méthode pour pouvoir extraire cette information en toute base de documents. Si vous avez 15 ou 30 000 références ou 100 000 références avec peut-être 1 million de documents, ça fait moins de 1% de ce qu'on a traité. Donc facile. Et c'est extrêmement léger en ligne dans les tables que l'on compose en extraction de la donnée pour le coup. Voilà. Alors aussi, quelles sont les autres possibilités que va vous offrir peut-être l'IA générative dans le monde du réel? On va essayer de prendre un exemple.
Les lois en informatique, je les reprends, je vais faire ça rapidement. L'idée, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années, tout le moins dans les années 90. Et il y a eu un changement de paradigme dans les fins des années 90 sur la loi de Gustafsson. Alors, vous la connaissez certainement pas, j'imagine. Mais en fait, l'idée, c'était de dire il y avait une course à la vitesse des processeurs, des machines, des ordinateurs. Et en fait, cette course allait s'arrêter parce que techniquement, on n'avait pas allé beaucoup plus loin. Il y a quelqu'un qui a dit, donc Gustafsson a dit on va prendre le problème sous notre angle, on ne va pas essayer d'aller plus vite, mais on va essayer d'en traiter plus de données dans un temps fini. Notamment, le cas c'était la météo, parce qu'il faut que la météo elle soit le ça. Eh bien, l'idée de l'IA générative, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des possibilités, peut-être pas d'aller sur des choses plus vite, mais des choses qu'on ne pourrait pas faire sans IA, qu'on ne pourrait pas faire sans la technologie aujourd'hui et qui va créer de la valeur dans le monde du retail. Alors, un exemple qu'on prend, c'est effectivement la chaîne logistique. Tous les magasins sont tendus. On essaye de limiter les stocks parce qu'il n'y a pas forcément la place et on va essayer d'être au juste nécessaire. Et puis s'il y a des risques de rupture parce qu'il y a une défaillance d'un fournisseur, des problèmes de rappel, des trucs comme ça, eh bien ça peut mettre en cause un petit peu l'efficacité et la performance des magasins de l'ensemble. Alors ce qu'on va faire, c'est typiquement ce type de schéma. Alors je ne vais pas rentrer dans la technique non plus. L'idée fondamentale de se dire quoi, c'est qu'une chaîne logistique, c'est une chaîne. Une chaîne logistique, d'où le nom. On va relier un fournisseur, le fournisseur du fournisseur, le fournisseur du fournisseur du fournisseur, etc. Avec chacun des propriétés, avec des risques, des savoir-faire, etc., etc. Analyser tout ça, c'est compliqué. On travaillait pour une marque de luxe. Moi, j'étais persuadé que cette marque-là, avec quelques fournisseurs triés sur le volet, parce que c'est un monde de très haute sophistication, en fait, ils en ont 15 000. Comme c'est une marque de luxe, ils ont une volonté d'être absolument irréprochable d'un point de vue social, RSE. Et j'aurais dit, comment est-ce que vous faites pour savoir ça? On leur a fait signer une charte de bonne conduite. D'accord. Et comment est-ce que vous vérifiez que vos 15 000 fournisseurs ont bien respecté la charte de bonne conduite? Question suivante. Ils ne savent pas. Ils n'arrivent pas à la traiter. Et là, c'est là où la machine commence à avoir de la valeur parce que ça, typiquement, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire. C'est de demander à la machine de lire des documents, de les analyser, d'extraire de l'information et de relier l'information entre elles. Si vous apercevez qu'un fournisseur d'un fournisseur d'un fournisseur a fait travailler des petites filles en Asie du Sud-Est dans des conditions épouvantables, toute votre chaîne logistique est impactée. Si vous apercevez, et on a le cas pour un industriel de supply chain, si cette société dont le nom doit apparaître, sauf erreur de ma part, sur l'écran. Il apparaît bien. Voilà. Si ce fournisseur se trouve qu'il maîtrise bien jusqu'à les rangs 3, 4, 5, etc., mais qu'un fournisseur de rang 6 fait défaut pour une raison quelconque et ne livre pas ses fournisseurs de rang 5, les rangs 5 ne vont pas pouvoir livrer, les rangs 5 ne vont pas livrer les rangs 4, qui ne vont pas livrer les rangs 3, et à la fin, c'est la chaîne de production qui s'arrête. Les magasins, c'est pareil. Si vous avez une rupture d'approvisionnement quelque part très loin, que vous ne la maîtrisez pas, ça peut être un problème. C'est là justement où, par exemple, l'IA générative va apporter de la valeur. On ne va pas lui demander de raconter des textes, on ne va pas lui demander de faire du marketing, on va lui lire des documents. J'avais travaillé sur un projet, on lisait jusqu'à 40 000 textes dans la nuit. Je ne sais pas si vous voyez quelle machine peut faire ce genre de choses, quel être humain, quelle équipe humaine peut faire ça, c'est pas possible. Une grosse équipe en tout cas. Une grosse équipe. Une grosse équipe, une tellement grosse équipe que vous avez besoin de faire une synthèse entre les 1000 personnes qui ont lu les documents, qui va faire une synthèse aux 100 personnes, qui va faire une synthèse de ça, et donc vous aurez le résultat de la lecture de la nuit dans 3 jours. Donc évidemment, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est un exemple qu'on veut faire, c'est dire, effectivement, la supply chain, vous allez pouvoir l'améliorer, par exemple avec l'IA générative, en utilisant ce pourquoi la machine est douée et ce qu'elle arrive à bien faire. Alors la question qui va se poser derrière, c'est est-ce que je peux faire confiance à la machine? Je me dépêche parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Comment je vais faire pour faire confiance à la machine? Je vais prendre 2 exemples qui me tiennent à cœur, parce que j'ai une formation en électronique. Vous voyez, cet écran, il marche bien. A priori, enfin, je crois, ça marche plutôt bien. Le principe de l'électronique, c'est que vous ne savez jamais comment marche un composant. Les composants électroniques, c'est des composants statistiques. Une résistance, elle va faire, vous voyez, là, je ne sais pas combien elle était, 680 ohms, plus ou moins 5%. Les transistors, vous ne savez pas le gain. Vous ne connaissez, les diodes fuient. Tout est foireux en électronique, de facto. Vous apprenez ça à la base, ça ne marche pas. Et pourtant, on arrive à faire de la production. Et pourquoi est-ce qu'on y arrive? Parce qu'on intègre le fait que la machine n'est pas parfaite, on intègre le fait que les composants ne sont pas parfaits, et quand on va concevoir un circuit électronique, quand on va vouloir concevoir un système, on va prendre ça en compte, et on va essayer de mettre des circuits, des mécanismes de compensation, de régulation, de correction à toute l'échelle. L'IA générative, c'est pareil. On va vous raconter tout et n'importe quoi, c'est merveilleux. C'est pas vrai. C'est une machine statistique, ça va faire quelque chose qui marche bien en moyenne. Mais quand, on ne sait pas.
Eh ben, le but du jeu d'un processus industriel, si vous arrêtez de faire des POC et faire joujou et pouvoir avoir confiance dans le système que vous allez déployer, eh ben, il va falloir se poser les mêmes questions. Est-ce que je suis capable de fiabiliser mon système comme on fiabilise une télé, comme on fiabilise n'importe quel produit électronique? Eh ben oui, il y a des solutions. Là, en bas, vous avez des articles universitaires qui traitent sur le sujet. Il y a des mécanismes qui peuvent exister. Et donc, le but du jeu pour nous, ce qu'on fait chez GEM, ce qu'on fait avec Snowflake, c'est de travailler justement à mitiger ces risques, à contrôler le système. On part du principe que ce n'est pas de la magie, c'est ce qu'il y avait tout à l'heure. C'est de l'informatique, il y a des défauts, ça ne marchera jamais exactement comme c'est censé marcher, mais ce n'est pas grave, parce qu'on a pris ça en compte, parce qu'on a anticipé, au revoir, et bien on va pouvoir contrôler le système et s'assurer que le fonctionnement fonctionne au nominal et fournira les résultats dont vous avez besoin en toute confiance pour pouvoir déployer. Alors en conclusion, puisqu'on arrive au but, l'idée pour nous, c'est de dire que l'IA générative, on vous a promis beaucoup de choses, vous en avez certainement entendu parler, mais concrètement, il y a effectivement des choses réalistes, concrètes, qu'on peut faire en magasin. On vous a parlé de la gestion avec les automates, on va parler de la relation client avec l'extraction de documents, les processus, la chaîne logistique, les approvisionnements. Donc effectivement, l'IA générative, l'IA de manière générale, a du sens pour le retail. On peut produire des résultats, on peut avoir de la valeur. Mais comme toute technique, eh ben, il faut de la méthode, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Et on a une offre qui vous permet éventuellement de commencer à travailler là-dessus, réfléchir avec ça. Il faut viser loin, mais avec réalisme. Et puis choisir des partenaires qui ont de l'expérience, qui sont coltinés des problèmes, n'est-ce pas, Guillaume? C'est des problèmes qu'on apprend. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et à la fin, ça nous permet d'obtenir des résultats concrets à valeur ajoutée pour vos magasins. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. On a 2 minutes. Ah oui. Merci beaucoup. D'un point de vue projet, ce serait quoi selon vous les 2-3 facteurs clés de succès pour réussir son passage à l'échelle une fois qu'on a fait un POC? Alors, la première chose, c'est les données. On est tous d'accord, il faut l'IA, il ne faut pas rêver, il faut des données qui marchent bien, qui soient un peu structurées ou qui soient propres. En tout cas, vous soyez capable de maîtriser les défauts. Ça, c'est le point numéro 1. Ce point numéro 2, ça va être effectivement de réalisme. On a des clients qui vont attendre tout et n'importe quoi. Et il vaut mieux avoir des objectifs raisonnables qu'on peut atteindre que viser un rêve qui va créer de la déception et qui n'y a pas. Et puis le point numéro 3, c'est ce qu'on a essayé de développer, c'est effectivement la méthode. Le projet d'IA générative, c'est un projet. Quand on crée un magasin, quand on met en place une supply chain, il y a des méthodes. Là, c'est pareil. Donc il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire attendre? Quelle technique je vais mettre en place? Quels moyens je me donne? Et à ce moment-là, on rentre dans un processus qui n'est peut-être pas scintillant, qui n'est peut-être pas brillant, mais qui est industriel et qui permet d'aboutir à un résultat. Voilà. Ah oui. Et après on arrête. J'ai bien entendu. Est-ce que vous pourriez nous dire où commence et où se termine Cortex? Alors, Cortex, en fait, c'est un service de la plateforme de données. Ça commence dans l'analyse en fait, de la donnée. Donc ça veut dire qu'il y a quelques outils de l'écosystème qui vont faire venir les données pour être émulées dans Cortex. Et après, on va avoir différents services dans Cortex. Attaquer de la donnée structurée, ça va être Cortex Analyse qui va permettre de répondre à des questions concrètes sur des tableaux de données structurés. Et après, toute la partie Cortex Search, c'est celle qui va gérer tout le processus que je vous avais mis sur la slide, à savoir toute la partie vectorisation, toute la partie RAG, toute la partie préparation de la donnée. Ça, ce sera géré dans Cortex Search. Et suivant, attendre. Merci beaucoup. On est là au stand juste à côté, G5 si vous intéresse. James, c'est juste à côté. Voilà, merci.